Comment est-ce qu'on peut en arriver là? Comment est-ce qu'on peut voir des gros titres et comment est-ce que certains investisseurs peuvent tenir le discours «Est-ce qu'Ether va mourir?» La réalité, c'est que c'est un vrai débat et il y a beaucoup de critiques en ce moment sur la vision du projet, mais également certaines avancées techniques et certains résultats, principalement les résultats de performance de la crypto Ether. On parle évidemment pas de n'importe quelle crypto-monnaie, c'est la deuxième plus grosse aujourd'hui, capitalisée à l'heure où je vous parle à plus de 314 milliards de dollars. L'Ether et tous les Ethers en circulation représentent aujourd'hui 15% de la valeur de toutes les crypto-monnaies qui existent. Et je ne vous parle même pas des crypto-monnaies qui ont été construites ou qui sont basées sur le réseau Ethereum, je vous parle bel et bien juste de l'Ether. Alors pourquoi est-ce qu'il y a autant de critiques? Qu'est-ce qu'il s'est passé récemment? Dans cette vidéo, je vais revenir sur les événements factuels, récents, et les 2-3 gros axes qui font qu'il y a de vrais débats ouverts et de vrais doutes sur l'avenir d'Ether. Maintenant, et parce que j'en détiens moi-même, je vais également vous donner ma lecture de ce FUD et de ces différentes critiques que l'on entend sur le projet. Comme d'habitude, je vous rappelle que ceci n'est pas un conseil en investissement. Investir comporte des risques de perte partielle et totale de capital, et surtout, je ne vois toujours pas l'avenir et je préfère le préciser parce que certains de mes abonnés se comportent parfois comme si c'était le cas. Bref, Ethereum, y a-t-il des raisons de s'inquiéter? On commence tout de suite. Bon, alors déjà, pourquoi ça FUD? En gros, pourquoi ça critique? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de débats et pourquoi c'est autant animé autour d'Ethereum en ce moment? Il y a plein de raisons. Honnêtement, je pourrais vous faire une liste de 40 raisons, mais c'est toujours pareil, c'est toujours 2-3 axes, 2-3 gros sujets et 2-3 vraies questions de fond qui reviennent. Premièrement, les performances d'Ether. Mais pas de n'importe quel point de vue. Les performances d'Ether vis-à-vis de Bitcoin et d'autres cryptos. Il faut comprendre que Bitcoin surperforme Ether très largement. Depuis septembre 2022, l'Ether a 2 fois moins de force vis-à-vis de Bitcoin, c'est-à-dire qu'il vaut 2 fois moins cher. Étant donné qu'on parle souvent du marché des cryptos comme Bitcoin et Ether, les cryptos qui représentent ce réseau, les investisseurs s'étant trop exposés à Ether ont l'impression d'avoir réalisé un manque à gagner et sont frustrés de comparer ça à la simple performance de Bitcoin, qui, je le rappelle, surperforme presque tout sur ce marché depuis les ETF en début d'année. Mais c'est pas tout. Si Ether performait un peu moins que Bitcoin et que tout le marché était dans le rouge, ça s'expliquerait. Sauf que certaines crypto-monnaies de Layer 1, des crypto-monnaies plus concurrentes, en tout cas sur le papier d'Ether, des crypto-monnaies qui elles-mêmes représentent un réseau, comme par exemple la Binance Smart Chain avec le BNB ou encore le Solana, là, ça commence à poser des questions. Solana, depuis qu'il est revenu d'entre les morts, a multiplié par 6 son poids vis-à-vis d'Ether. Mais c'est pas tout. Bitcoin a eu un ETF qui a fait rentrer énormément de liquidités et qui a surperformé. Tout le monde s'attendait à ce que ce soit également la ruée vers l'or et que les ETF Ether aient un succès fou. Cependant, ce n'est pas le cas. Quand on regarde les historiques d'entrée et de sortie de liquidité de la finance institutionnelle sur les ETF Ether, il y a actuellement plus de volume sortant que de volume rentrant sur ces ETF. Bon, c'est en partie à cause de Grayscale, qui avait déjà de gros produits financiers sur les Ethers, et qui pour le coup ont des frais bien plus hauts que le reste du marché. Mais je vous parle pas simplement de la liquidité qui sort de cet ETF pour aller sur d'autres. En moyenne et en regardant tous les ETF, depuis qu'ils ont été listés, il y a plus de flux qui sortent de l'Ether que de flux entrants. C'est pas simplement une déception et de faibles résultats par rapport à ce que les marchés attendaient, ce sont carrément des résultats qui sont négatifs. Depuis que ces canaux existent, les gens sortent du produit. Ça ne durera peut-être pas, ça peut s'inverser, ça peut vraiment changer, mais en attendant, actuellement, c'est le cas. Et c'est le cas sur une position où, en plus de ça, beaucoup d'investisseurs avaient mis beaucoup d'espérance. Je le rappelle, même si les ETS sont au centre de l'attention et sont la porte d'entrée privilégiée par les finances institutionnelles, ça reste de plus petits volumes comparé à l'entièreté du marché des crypto-monnaies et tous les volumes d'achat et de vente qu'il y a tous les jours. Mais comme je viens de vous le dire, ce sont les volumes qui sont sous les projecteurs, ce sont les volumes qui donnent un mood, ce sont les volumes qui donnent un sentiment de marché important et qui sont très suivis. Le prix d'Ether est la première raison qui finalement pousse certains investisseurs à revoir leur position. Le deuxième gros point, pour moi, c'est une mise à jour technique, qui a été une trop grande réussite, je pense qu'on peut le dire, puisqu'elle a carrément enlevé de l'intérêt à l'Ether lui-même. Et je ne parle pas du réseau Ethereum, mais bel et bien de l'Ether. Dézoomons un peu. Ce que je vous affiche ici, c'est la supply d'Ether et sa croissance, alors qu'il était en Proof of Work, à l'époque où il y avait des mineurs. Il y a eu une certaine mise à jour, The Merge, pour faire passer l'Ethereum d'un consensus en Proof of Work, avec des mineurs, à un consensus en Proof of Stake, avec du stacking, donc des gens qui viennent bloquer des Ethers, et des validateurs qui viennent valider les transactions. Peu de temps après a été implémenté l'EIP 1559. EIP, c'est Ethereum Improvement Proposal, autant dire que c'est le nom d'une mise à jour sur Ethereum. Cette mise à jour a été faite de sorte que quand le réseau était surchargé, quand il y avait trop de demandes, quand les utilisateurs commençaient à payer trop cher les frais de transaction pour exécuter leurs transactions en priorité sur le réseau, à ce moment-là, le réseau s'autorégule et venait brûler une partie des Ethers. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'après le passage du Proof of Work au Proof of Stake, l'inflation était déjà beaucoup plus faible.
il y avait beaucoup moins de nouveaux Ethers créés tous les jours et distribués à ceux qui sécurisent le réseau. Mais avec l'EIP et cette nouvelle règle, qui venait brûler même des Ethers, donc en supprimer quand le réseau était trop surchargé, on s'est même retrouvé avec une supply qui est devenue déflationniste. C'est-à-dire que plus le temps passait, plus le réseau était utilisé, moins il y avait d'Ethers en circulation. Et encore une fois, d'un point de vue price action, c'est une bonne chose. L'Ether a un effet de rareté et naturellement, son prix peut se diriger à la hausse sur du long terme, moins il y en aura en circulation. Mais c'était sans compter sur une autre mise à jour, la mise à jour d'Encun. La mise à jour d'Encun a implémenté beaucoup de choses et a partiellement implémenté ce qu'on appelle le proto-danksharding. Pour faire très simple, une nouvelle mise à jour qui venait réduire drastiquement le coût complet qu'avaient les Layer 2, donc des blockchains de seconde couche, quand elles venaient écrire définitivement leurs transactions sur la chaîne principale. J'ai fait une vidéo entière dessus, je vous invite à la regarder, mais pour faire simple, les Layer 2, ce sont des réseaux qui sont beaucoup plus scalables, beaucoup plus rapides, même s'ils sont moins, entre guillemets, sécurisés, et c'est d'ailleurs pour ça que les transactions, une fois qu'elles ont été beaucoup plus rapides et moins coûteuses pour les utilisateurs, finissent par être enregistrées sur la blockchain Ether, qui, elle, garantit une sécurité et une décentralisation sans pareil dans le monde du Proof of Stake. Il y a de ça encore quelques mois, les Layer 2, de par leur grosse activité, finissaient par payer énormément de frais pour s'écrire sur la chaîne principale. La mise à jour d'Encun est venue mettre à jour certaines choses et a permis des ajustements qui facilitent et qui réduisent drastiquement les coûts des Layer 2 vis-à-vis des frais que les Layer 2 doivent payer à la chaîne Ether pour écrire leurs transactions dans les blocs. Jusque-là, ça semble être un pari gagné. Ça a fonctionné très fortement. Arbitrum, le plus gros des Layer 2, a été jusqu'à réduire par 95% ses frais d'inscription sur la chaîne principale. Évidemment, il n'y a pas qu'Arbitrum, tous les autres Layer 2 ont été plus ou moins affectés, certains moins 50%, d'autres moins 75%, et d'autres comme Arbitrum ont rendu leurs frais quasiment non significatifs. Le problème, c'est que ce sont mine de rien des revenus en moins pour le réseau Ethereum. Ça facilite l'adaptation avec les Layer 2, mais ça vient diminuer les revenus distribués à la chaîne principale. Et ça vient naturellement également diminuer le nombre de transactions avec de très gros frais qui venaient activer l'EIP 1559 et qui venaient finalement accélérer le système de brûlage qui rendait l'Ether déflationniste. Donc certes, c'est une réussite technique, c'était l'objectif que ce soit beaucoup plus facile et moins coûteux de communiquer et d'écrire les informations des Layer 2 sur les Layer 1, mais en attendant, ça a eu un effet sur le réseau principal lui-même en venant retirer des revenus à Ether, venant même supprimer la déflation et rendant de nouveau le modèle inflationniste. Bon, quand on prend un tout petit peu de recul et qu'on dézoome, si on compare l'inflation qu'il y a aujourd'hui avec la supply et ce qu'elle devrait être si on était resté en proof of work, on en est quand même très loin. Mais ça a quand même redéfini certaines règles qui jouaient en faveur d'Ether. Le réseau est d'ailleurs inflationniste depuis cette mise à jour, c'est-à-dire mars 2024. Bref, le troisième gros sujet, ce sont des questions de vision. Ce sont des questions qui recroisent un petit peu ce que je viens de vous dire, mais qui plus largement questionnent certaines dépenses de la fondation Ethereum. La fondation Ethereum a un budget, puisqu'elle a eu une certaine partie des Ethers lors de la création du projet, et elle vient financer des événements, de l'éducation, ou toute autre chose qui va venir développer le réseau Ether. Théoriquement, plus un réseau se veut décentralisé, plus au fil des années, il se retrouve à perdre de l'influence sur le protocole, afin qu'il soit totalement dirigé et soutenu par la communauté. Aujourd'hui, certaines décisions de la fondation, notamment certains budgets, sont discutés. Au mois de mai, quand la fondation déplace 35 000 Ethers sur Kraken, c'est pas forcément pour vendre, mais ça reste quand même un déplacement d'Ethers qui était dans des portefeuilles jusqu'à un exchange, autant vous dire que ça a créé un mouvement de panique. Certaines grosses whales ont vendu des Ethers, et aujourd'hui, dès que Vitalik vend le moindre Ether de son portefeuille, tout le monde le critique. Est-ce qu'il abandonne? Est-ce qu'il n'a plus confiance en son propre projet? Même si Vitalik répond la plupart du temps que c'est simplement pour financer d'autres initiatives ou pour réinjecter ça dans d'autres activités, dès qu'il y a le moins de mouvement de vente, on remet en cause toute l'idéologie et la conviction que la fondation pourrait avoir elle-même sur la valeur des Ethers. Je vous passe tous les petits détails, je vous passe les moments où certains demandent des détails à la fondation et qu'elle explique que ce sont des dépenses, sans donner d'autres détails ou plus de granularité aux dépenses et la façon dont elles sont effectuées. Jusqu'à ce que finalement quelqu'un chez Ether soit obligé de venir les détailler pour rassurer la communauté. Bref, le message de fond c'est qu'il commence à y avoir des doutes et surtout les gens sont beaucoup plus regardants sur ce que font la fondation et Vitalik de leurs Ethers. Bon, quand on réfléchit un peu et qu'on compare ces volumes-là aux 315 milliards de valorisation que représentent les Ethers en circulation, on peut s'interroger sur la vraie pertinence de juger tous ces mouvements. Mais ce sont des mouvements qui sont plus que des mouvements financiers et qui sont interprétés comme des signaux d'achat, de confiance ou au contraire de peur et de repli par une grosse partie d'investisseurs. Et pas que, justement, vous allez le voir. Un truc est sûr, et c'est la courbe que je vous affiche, le nombre de whales, c'est-à-dire personnes détenant plus de 1000 Ethers, est en baisse, et ça se voit quand on regarde certains graphiques comme ceux que nous propose Glassnode. C'est aussi plein d'autres petits faisceaux d'indices qui sont interprétés. Il y a de plus en plus d'Ethers qui sont déplacés de portefeuilles dormants vers des exchanges, on parle de 140 000 Ethers sur le mois de septembre 2024, donc naturellement, certains anticipent
anticipe qu'il y aura une pression vendeuse, tous les détracteurs ou concurrents en profitent, le fondateur de Cardano, alors j'y crois pas qu'il ait sorti ça, mais a pris la parole pour expliquer que Ethereum était une dictature dirigée par Vitalik Buterin, avant de prendre le temps de préciser que chez Cardano c'était très différent et que bien entendu c'était beaucoup plus communautaire et qu'on écoutait bien plus les voix des porteurs et de ceux qui détenaient le jeton. De façon beaucoup plus respectable et plus posée, Anatoly Yakovenko, le fondateur de Solana, a également pris la parole. Il a expliqué qu'il respectait profondément ce qui avait été fait par l'équipe de Solana, mais que selon lui la scalabilité avait beaucoup plus d'importance. Le fait de pouvoir faire des transactions rapides, très peu coûteuses pour la communauté, c'est plus important pour la mass adoption que certaines valeurs de décentralisation aujourd'hui. Et c'est pas forcément faux, en tout cas à l'instant T. Quand on sait que sur le réseau Ether, on va payer entre 5 à 20 $ une transaction, des fois même plus quand on interagit avec des dApps et certains smart contracts, on peut se dire qu'en effet, c'est pas adapté pour monsieur tout le monde qui découvre, qui achète 100 € de crypto-monnaie et qui veut essayer un outil. La scalabilité prend donc toute son importance, surtout quand il y a des phénomènes de mass adoption qui sont attendus pour pousser le prix des crypto-monnaies à la hausse. Pour finir, il y a toujours la régulation. Ça, pour le coup, ça s'applique à la plupart des crypto-monnaies. Mais je vous lis, et je veux être sûr de ne pas faire d'erreur sur le wording, les propos que Gary Gensler, le chairman de la SEC, a tenus il y a encore quelques semaines. Malgré les ETF Ether, nous examinons de très près les crypto-monnaies comme Ethereum. Si elles sont considérées comme des titres, elles seront soumises aux mêmes règles strictes que tout autre actif financier. Cela concerne la protection des investisseurs et la transparence. Bref, il y a encore des doutes sur la régulation, et même si elle tend en faveur des crypto-monnaies pour l'instant aux États-Unis, cela peut changer, et ça pour le coup, ça touche l'Ether, mais aussi le reste du marché. Bref, des doutes, des questions, mais zoomons un peu sur ces misplays qu'aurait pu faire Ether. On rentre dans la partie de la vidéo tout autant factuelle, parce que je vais vous sortir beaucoup de chiffres qui sont réels, mais où je vous donne également ma lecture et ma façon d'approcher ces différentes critiques. Selon moi, il est vrai qu'Ether a fait un misplay. Quand je dis misplay, j'entends erreur, mauvaise manœuvre, ou ne pas considérer tous les éléments, ou passer tout simplement à côté de quelque chose. Et surtout, quand on entend le discours de Vitalik Buterin, on comprend en partie que c'est volontaire. Mais à côté de cette volonté d'avoir une vraie décentralisation, de porter des valeurs qui sont quand même assez proches de certaines valeurs qui ont été découvertes grâce à Bitcoin, il y a peut-être eu un manque de considération sur un besoin réel et instantané de la communauté. Et c'est peut-être ça, le misplay, qui fait qu'il y a autant de critiques sur Ether aujourd'hui. Parce qu'après tout, Ethereum n'est pas un surfeur de vagues et de tendances. C'est Ethereum qui crée ces tendances, et qu'il est créé depuis très longtemps, notamment depuis sa création en 2015. Avec les smart contracts et les différentes applications décentralisées, ils ont carrément créé la DeFi, et la hype de la DeFi qu'il y a eu en 2017. Aujourd'hui, c'est toujours plus de 70% du marché de la finance décentralisée mondiale qui est sur le réseau Ethereum, avec des géants comme Uniswap, MakerDAO ou encore Aave. Aujourd'hui, Ether, c'est 48 milliards $ de TVL, c'est-à-dire la valeur totale loquée sur le réseau. Ça représente 55% de la valeur de toutes les TVL de toutes les blockchains. Le concurrent direct, c'est Tron avec 7 milliards, et ensuite Solana avec 6, et la Binance Smart Chain avec 4,7. Autant vous dire qu'ils sont loin, très loin devant leur concurrent direct. Cette TVL a baissé, notamment depuis qu'il y a beaucoup de critiques du FUD et ces différentes réflexions qui sont plus ou moins justifiées sur Ether. Mais ils sont passés de 60% des parts du marché à 55%. Certes, c'est un recul, mais de là à dire que c'est un décrochage et que c'est la mort du projet, certains vont peut-être un peu vite. Et on peut prendre les autres angles. La mode des NFT a été construite, et c'est une vague qui vient de l'écosystème Ether. Et que ce soit un écosystème dormant ou mort, peu importe, ça ne me regarde pas, aujourd'hui Ether et les ERC 721 représentent toujours 75% de tous les volumes d'échanges d'NFT dans le monde de la blockchain. Et il y a plein d'autres angles comme ça. D'un point de vue développement, c'est 40 000 commits par les développeurs, et c'est surtout 2600 développeurs actifs, c'est-à-dire 70% de plus que le concurrent direct d'un point de vue du développement et de la tech, c'est-à-dire l'activité du réseau Polygon. Pareil au niveau de l'adoption institutionnelle. BlackRock annonce que le futur se fera sur les RWA, les assets tokenisés, et l'annonce sur la blockchain Ether. Fidelity, un très gros fonds d'investissement, parie également au long terme sur Ether et sur son développement. Bon, je vais pas vous faire une liste, parce que pour être franc, je pourrais vous mettre des gens qui le critiquent, tout autant que des gens qui parient dessus sur le long terme, et cette liste ne s'arrêterait pas des deux côtés. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, dans la plupart des secteurs, des segments et même des tendances du monde de la blockchain et des cryptos, c'est Ether qui a vu naître et qui a créé ces différentes tendances. Et c'est là où je voulais en venir. Le misplay, c'est peut-être qu'Ether ne profite plus suffisamment des tendances qui se créent et des narratifs en cours. Aujourd'hui, la plupart des blockchains basées sur l'intelligence artificielle vont structurellement essayer d'avoir leur propre tech et être sur leur propre blockchain. Je prends l'exemple de Fetch avec la super alliance de l'intelligence artificielle, ou encore de BitTensor qui a son propre réseau. D'un autre côté, la RWA, donc la tokenisation d'actifs réels, est une vraie tendance. Ça intéresse beaucoup de monde. Mais c'est une tendance qui va évoluer lentement au gré des régulateurs, puisqu'on parle d'actifs réels qui sont tokenisés sur la blockchain. Et donc l'importance pour l'utilisateur et pour son détenteur, c'est d'être certain que le titre, le NFT ou le token représente réellement la valeur réelle et qu'il y ait une reconnaissance juridique du lien entre ces deux actifs. Ça passe donc par la régulation, et c'est pas simplement la croissance de la blockchain et de la technique, mais aussi l'acceptation du monde réel et de son adoption. Et pour finir, la tendance qui pète en ce moment, les memecoins. Et j'ai fait une vidéo sur les memecoins et également sur Solana, qui surperforme grâce aux memecoins. Mais il n'y a pas que Solana, il y a également Base, un Layer 2,
qui lui est basé sur Ether, mais qui profite énormément de tous ces mouvements et de toute cette activité qui ne se répercute pas de la même façon, notamment depuis la mise à jour d'Encode sur le réseau principal Ether. Et pour pousser la réflexion jusqu'au bout, même des blockchains comme Sui, que certains analysent déjà comme un Solana killer, oui, vous l'aurez remarqué, si Ether se sent menacé par quelques blockchains, chaque blockchain a elle-même des gens derrière elle qui la menacent et qui essayent de prendre sa place. Mine de rien, c'est le concept de la concurrence, et c'est pas si malsain finalement que tout le monde essaye d'innover dans son propre domaine avec ses propres arguments et ses propres spécificités afin d'essayer de faire avancer l'état de l'art et la tech d'aujourd'hui. En attendant, pour certains, les mêmes coins, c'est le prochain gros narratif qui va pousser certains projets. Créer un coin en 2 minutes, amuser la communauté et essayer de faire beaucoup de transactions, beaucoup d'argent d'un coup. Même si vous avez mon avis et que j'ai fait une vidéo intégrale dessus, je ne veux pas revenir sur le sujet, ça ne rentre pas dans les valeurs d'Ether. Des crypto-monnaies basées purement sur la spéculation, qui n'ont pas d'intérêt réel, ça n'a jamais été l'objectif d'Ether et globalement ils sont passés complètement à côté. Tout simplement parce qu'on a tendance, quand on a envie de s'amuser et parier sur un coin qui peut faire x10 ou mourir dans quelques minutes, d'aller sur une blockchain où ça ne coûte rien. Et pas sur une blockchain où ça va nous coûter 500 € de transaction si on a envie de faire 10 achats ou 10 ventes. Le misplay, il est peut-être qu'en réglant des problèmes de scalabilité, d'interconnexion entre les Layer 2 et les Layer 1, le réseau Ethereum a peut-être un peu oublié son propre token, l'Ether. Certains ont peut-être peur de voir un écosystème comme Cosmos, avec une technologie incroyable qui s'est développée, qui a vu naître plein de blockchains, mais dont le token de base, l'atome, ne profite plus, et ont peur de voir la blockchain Ethereum se développer de la même façon, c'est-à-dire avec une tech et un réseau toujours plus robuste, toujours plus décentralisé, mais qui ne profite pas directement à son jeton, enfin, à son coin, c'est-à-dire l'Ether. Personnellement, je trouve que c'est très enrichissant qu'il commence à avoir ces réflexions maintenant, parce que ça va permettre à tout le monde de suivre la vision, mais également l'exécution du projet, et la considération, en tout cas la valeur qu'il redistribue aux détenteurs du jeton. Le jeton a une importance dans la sécurité du modèle, mais c'est également pour d'autres raisons évidentes que certains détiennent le jeton Ether, c'est pour le potentiel profit qu'ils peuvent capter en le détenant ce jeton. Et pour les professionnels de la finance, l'Ether est tellement important, c'est devenu tellement gros, que composer un portefeuille de crypto-monnaie sans en posséder, c'est carrément shorter la position de l'Ether. Ce qui fait qu'autant d'analystes professionnels vont devoir prendre des positions et vont devoir également chercher à conforter les leurs quand ils prennent la décision de ne pas en avoir dans leur portefeuille. Tout cela et tout ce bruit exacerbé par les concurrents directs qui voudraient prendre leur place et qui finalement vont jouer le tout pour potentiellement dépasser Ether d'une façon ou d'une autre. Et d'un point de vue un peu plus tech et en prenant du recul, je trouve ça super sain parce que tout le monde challenge tout le monde, chacun veut conserver sa place et va devoir soit par sa vision la faire accepter et adopter par tout le monde, soit par sa solution et sa tech être plus performant et offrir une meilleure alternative technique. Je pense que cette vidéo vous a donné suffisamment de recul pour que vous puissiez vous faire votre propre avis. Cette conclusion sera donc basée sur ma propre lecture. Je pense absolument pas qu'Ether est sur le point de mourir, ni même de perdre sa place. Je pense qu'il est incontournable et que la blockchain Ethereum a toujours été visionnaire sur ce segment. C'est une proposition de valeur qui est très différente de Bitcoin et qui la complète parfaitement. Je dirais même qu'Ether a créé beaucoup de mouvements et beaucoup d'autres initiatives et idées qui vont elles-mêmes venir faire avancer l'état de l'art et que l'écosystème ainsi que la tech blockchain doit beaucoup à Vitalik Buterin, à ses équipes et à ceux qui tous les jours se battent pour développer ce projet. Aujourd'hui, ce n'est pas un recul ni même un décrochage d'Ether vis-à-vis de Bitcoin. Je pense que c'est tout simplement quelques narratifs qui n'ont pas été accrochés et qui n'ont pas profité tout autant à Ether qu'à d'autres réseaux qui lui sont dépendants ou non, mais qui eux ont su capter pleinement la valeur instantanée qu'il y avait sur le marché. Et il faut le reconnaître, vous le savez déjà très bien probablement, la spéculation est très importante. Le jeu court terme, même si ça n'a rien à voir avec l'utilité long terme et les usages qui vont arriver, mais le jeu court terme reste un jeu de spéculation et les investisseurs ne veulent pas gagner de l'argent uniquement dans 3 ans. Certains cherchent également les chevaux qui vont gagner la course maintenant. Et donc quand Ether prend un peu de retard, on va tout de suite repositionner sa liquidité et surtout tous les concurrents profitent bel et bien de cet avantage pour expliquer pourquoi eux ils sont différents et pourquoi eux ils pourraient gagner cette course. Même si pour moi il n'y a pas d'inquiétude pour le moment, c'est intéressant de suivre ces métriques et je vais le faire car ce sont ces différents chiffres qui pour l'instant montrent Ether non seulement comme un leader mais également très largement devant ses concurrents qui pourraient changer à l'avenir et qui pourraient faire reconsidérer l'espace et la place importante que je donne à l'Ether dans mon portefeuille. J'attends beaucoup de différentes mises à jour techniques qui vont arriver et qui vont continuer à pousser la décentralisation du réseau Ether mais aussi l'EIP 7781. Cette EIP va travailler la scalabilité du réseau Ether, pas des réseaux sous-jacents, pas des Layer 2 qui viennent se connecter à lui, bel et bien la scalabilité de l'Ether lui-même, réduisant probablement ainsi le coût de chaque transaction et redonnant beaucoup d'intérêt à la chaîne principale elle-même. Peut-être que cela va augmenter l'activité, peut-être que cela va rendre de nouveau Ether déflationniste et à ce moment-là, ça va peut-être rebooster le réseau Ethereum et surtout la valeur de l'Ether lui-même. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a permis d'aller un peu plus loin dans la technique, mais que c'était également compréhensible si vous êtes plus débutant. N'hésitez pas à regarder toutes les vidéos que j'ai mentionnées durant cette première vidéo pour comprendre et pour compléter les informations qu'il y a déjà eu sur d'autres sujets comme les meme coins, Solana ou l'évolution globale de ce marché. Je m'appelle Asher, j'espère vraiment que ça vous a plu, abonnez-vous, c'est le meilleur moyen de me récompenser, un petit pouce bleu et un commentaire, là je peux rien vous demander de plus. Si vous êtes plus technique et plus connaisseur et que j'ai fait certaines erreurs, n'hésitez pas à en faire part en commentaire, si vous n'êtes pas d'accord non plus. Je remonte comme d'habitude les éléments les plus pertinents et les commentaires qui viennent compléter
compléter, voire même nuancer mes propos, afin que les personnes qui regardent ma vidéo puissent tout simplement, en un coup d'œil dans les commentaires, obtenir encore plus d'informations, et pourquoi pas un autre point de vue totalement différent s'il est pertinent. C'était Asher, on se retrouve en week-end sur Twitch et sur ma chaîne secondaire YouTube pour mon live de l'actualité, et sur cette chaîne pour un prochain contenu d'ici la semaine prochaine. Au revoir.